près 3 ans. Alors, moi, je suis partie d'observations qu'on a faites à Rennes. Je vous disais qu'à fin 2011, s'est ouvert à Rennes ce qu'on appelle aujourd'hui une unité d'évaluation diagnostique. Et donc, depuis cette période-là, il y a plusieurs centaines d'enfants et de jeunes. On accueille les enfants jusqu'à 16 ans pour des bilans diagnostiques. Il y a plusieurs centaines d'enfants qui sont passés, donc je suis partie des observations faites là parce qu'elles sont assez représentatives de ce qui se passe en région, et y compris, je pense, sur l'ensemble du territoire. L'âge des enfants reçus, 3 sur 4 ont entre 5 et 16 ans. Les autres ont donc moins de 5 ans puisqu'on s'arrête à 16. À peu près 3/4 de ces jeunes vont recevoir un diagnostic de TED à l'issue du bilan. Une fois sur 3, il s'agira plutôt de la confirmation d'un diagnostic préalablement posé par l'équipe d'intervention. Donc pour les autres, il s'agit d'un primo-diagnostic de TED. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Donc ces primo-diagnostics plutôt tardifs, ils concernent assez régulièrement des jeunes pour lesquels le TED ne s'accompagne pas de retard mental. Un petit rappel de prévalence, je vous ai parlé de ce qu'il y avait dans ce qu'on appelait l'état des connaissances, qui est la recommandation sortie en 2009, où à ce moment-là on parlait pour l'ensemble des TED de 6 à 7 pour 1000. Je vous disais qu'on est plus aujourd'hui sur 1%. Mais en tout cas, dans la partie, sur ces 6, quand on était sur les 6 à 7 pour 1000, 2 pour 1000 présentaient un tableau d'autisme typique, et 2 à 3 pour 1000, donc près de la moitié, présentaient un TED sans retard mental. Ça, c'est pour vous dire que près de la moitié des personnes avec TED n'ont pas de retard mental. Et que si le diagnostic est tardif, même pour ces personnes-là, ça va se traduire en perte de chance et en souffrance pour eux et pour leurs proches qui serait évitable. Donc c'est pour cette raison que cette présentation, on va aborder d'abord assez rapidement les situations de diagnostic tardif où il y a TED avec retard mental, et on va plus se concentrer sur les situations de TED sans retard mental parce que, à mon sens, aujourd'hui, ce sont celles qui sont les plus à risque de diagnostic tardif. Donc les situations où on demande un diagnostic alors que l'enfant est déjà grand et qu'il présente un retard mental, d'abord c'est des situations souvent très complexes. Ça c'est du niveau 3, j'ai envie de dire. Ça va nécessiter une collaboration étroite entre médecins, neuropsychologues ou psychologues du développement. En effet, il va falloir absolument évaluer l'âge développemental pour vérifier la validité déjà des outils diagnostiques. Tout à l'heure, je parlais de l'ADI, on y reviendra cet après-midi, mais elle est peu valide lorsque le niveau développemental est inférieur à 2 ans, par exemple. Et puis, il faut bien avoir en tête, parce que si l'enfant, par exemple, n'utilise pas la communication, mais si c'est un enfant, même grand, qui a un niveau développemental de 15 mois, c'est peut-être pas parce qu'il a un TED associé, c'est juste parce qu'il a un retard mental sévère, ce qui est un très lourd handicap, je veux le rappeler, même sans TED. Ce qu'on peut se dire, c'est que la cible du bilan dans ces cas-là, ça va être de rechercher des différences significatives entre les retards en communication sociale et dans les autres domaines. Classiquement, on a en principe un niveau de développement qui est assez plat. Dans tous les domaines, on est à peu près au même niveau. Quand on a un retard sans TED, tous les domaines sont à un niveau plus bas. Et les profils des personnes avec TED, d'ailleurs que le niveau intellectuel soit bon ou pas, c'est souvent un profil dit hétérogène. C'est comme ça. Et en général, ce qui est le plus bas, c'est les items communication, socialisation, avec souvent la motricité, les items cognitifs aussi qui sont meilleurs. Dans ces situations-là, elles sont assez particulières, parce que, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai toujours vu du côté des parents des attentes très, très importantes, parce que ce sont des parents qui sont confrontés au fait que leur enfant va très lentement dans les apprentissages, du fait du retard.
Et ils mettent souvent d'énormes espoirs sur l'idée que peut-être que ce retard s'expliquerait parce qu'on n'a pas fait le bon diagnostic et que donc ils n'ont pas eu les bonnes interventions. Avec un espoir de récupération du coup qui va souvent bien au-delà de ce qui est possible d'imaginer. Mais voilà, c'est très très chargé émotionnellement là aussi. Et puis j'ai noté du côté des professionnels intervenant auprès du jeune, parce que c'est assez régulièrement l'établissement qui accueille le jeune qui demande ce bilan. Là, il est tout à fait important de faire un échange préalable pour préciser ce qui est vraiment attendu de ce bilan diagnostique par cette équipe. Il y a des aménagements qui sont en règle générale à penser de toute façon et qui sont d'ailleurs très bénéfiques aussi pour les personnes qui ont un retard mental important, même s'il n'y a pas de TED qui accompagne. C'est la structuration temporo-spatiale, les outils alternatifs de communication, l'analyse fonctionnelle du comportement pour les difficultés de comportement. Donc on va passer au diagnostic tardif des formes sans retard mental. Donc ce sont souvent des grands-enfants ou des adolescents ou des adultes, il y en a beaucoup actuellement, qui n'ont pas de retard mental marqué et qui ont un langage présent. Partout dans le monde, les diagnostics de syndrome d'Asperger et de autisme de haut niveau sont notés plus tardifs dans toute la littérature. Dans la dernière édition du syndrome d'Asperger écrit par Tony Attwood, il parle d'un diagnostic entre 8 et 11 ans. Est-ce que leur complexité explique le retard du diagnostic ou est-ce qu'on peut faire mieux à ce niveau-là? Alors j'ai prévu de vous présenter des cas cliniques issus de mon expérience personnelle. Alors il y a Luc qui a 16 ans. C'est un adolescent qui est né en 1977 dont le bilan a été effectué en 2013. À 2 ans, il était décrit comme hyperactif. Il ne parlait pas, il était impulsif, voire violent. Donc, il a eu un suivi pédopsychiatrique avec un diagnostic de trouble oppositionnel et beaucoup l'idée que... Enfin, moi, j'ai connu ce jeune, j'ai connu personnellement ainsi que ses parents, et sa maman n'était pas une personne très sûre d'elle. Donc, il lui a beaucoup été dit pendant toutes ces années qu'elle devait prendre plus d'assurance, mettre plus de limites à son enfant, etc. Donc les suivis sont poursuivis, se sont arrêtés ensuite après un déménagement, et puis ensuite, c'était l'entrée au collège, il y a une majoration des difficultés sociales, donc une reprise de prise en charge avec une autre équipe, avec un suivi médical infirmier, puis un accompagnement AVS. Et puis l'accompagnement AVS s'est arrêté en 4e, en tout cas la demande n'a pas été renouvelée, c'est pas très clair pour quelle raison. Toujours est-il qu'en 3e, les choses ont été beaucoup plus mal. D'une part, dans ses relations sociales avec les autres, il s'est fâché avec les rares amis qu'il avait, enfin voilà. Et d'autre part aussi, même dans le travail scolaire, parce qu'il avait dans son profil certaines difficultés qui nécessitaient une relative aide humaine. Une relative parce qu'il avait 9 heures d'accompagnement par semaine, mais ces 9 heures étaient nécessaires. Et donc, la mère a pensé au syndrome d'Asperger après avoir visionné une série télé. Il y a pas mal de séries qui présentent des personnes de ce profil actuellement. Et puis surtout, les parents se sont aperçus que leur enfant était en grande difficulté et qu'il n'avait plus d'aide et ils se sont dit qu'il faut qu'il y ait un diagnostic pour que les aides puissent reprendre. Donc au moment du bilan, c'est un adolescent calme et posé. Le côté hyperactif et agité s'était beaucoup calmé dans l'enfance. Il met en avant ses difficultés sociales. Il a peu d'amis. Alors il nous dira au début que lui, il est un geek. Il essaye aussi de se trouver... C'est un peu une réaction de prestance, mais il dit aussi qu'il aimerait beaucoup par la suite avoir une copine, fonder une famille. Enfin, c'est un geek qui reste chez lui sur l'ordinateur, mais qui aimerait avoir plus de relations sociales. Et puis il décrit beaucoup d'éléments montrant qu'il y a eu quand même, il s'est senti beaucoup rejeté par les pairs. Il ne voit pas ses camarades en dehors de l'école, il sort peu de chez lui et il décrit toutes ses difficultés comme anciennes. Alors, ça. Donc le tableau clinique présenté par Luc, il est en faveur d'un syndrome d'Asperger.
Il associe des éléments de TED, une intelligence normale, un langage très précis qui était en place autour de 3 ans. Enfin, qui s'est établi qu'autour de 4 ans, mais on avait quand même retenu ce diagnostic parce que, oui, le Asperger, les critères, c'est des signes de TED avec intelligence vérifiée normale et un langage par phrase en principe établi à 3 ans. Et souvent, après, ce sont ces personnes qui ont un langage extrêmement précis dans sa forme. Ça s'associe souvent à des troubles de la coordination motrice et puis les autres particularités. Donc, suite à ce bilan, il est apparu tout à fait important de faire réouvrir les droits auprès de la MDPH pour qu'il y ait de nouveau une AVS. Un bilan de demande de CESA de TED a été fait parce que ce jeune avait visiblement besoin de beaucoup travailler, en particulier ses habiletés sociales. Et puis, voilà un petit peu la liste. À côté des difficultés sociales, il y avait la liste des autres difficultés qui sont assez fréquentes chez ces profils-là. Des difficultés d'organisation, de compréhension de l'implicite. Ça, c'est quelque chose à quoi il faut faire très attention. Ils peuvent avoir une vive intelligence, ce qui était son cas, et pour autant avoir beaucoup de difficultés avec la compréhension du langage figuré, des consignes implicites, et donc ça peut entraîner beaucoup de malentendus. Alors, deuxième cas clinique, c'est Pierre. Pierre était un bébé souriant. Alors, il a été rencontré vers l'âge de 10 ans. C'était un bébé souriant et curieux, qui avait une particularité quand même dont les parents se souvenaient, c'est qu'il adorait regarder tourner les roues de sa poussette. Et donc, pendant les promenades, il était penché comme ça et il regardait les roues plutôt que de regarder autour de lui. Enfin, c'est un garçon qui a parlé tôt, qui s'est révélé plutôt brillant, qui a appris à lire en grande section. Cependant, il était noté des difficultés relationnelles avec ses pairs, une tendance à l'isolement depuis le début de la scolarisation, avec une grosse problématique autour de ça, des particularités sensorielles, des centres d'intérêt qui, pour être intéressants, n'en étaient pas moins un peu étonnants, comme l'art sumérien, qui n'est pas un centre d'intérêt extraordinaire pour se faire des copains sur la cour d'école. Des difficultés d'adaptation importantes au changement, peu d'autonomie, une très grande anxiété, donc tout ça impactait très fortement sa qualité de vie à lui, et vous allez voir dans quelles circonstances on l'a connu, ainsi que la vie de famille, la fratrie, etc. Donc il a commencé à être suivi en CMPP ou en pédopsychiatrie libérale, non c'était en CMPP depuis l'âge de 5 ans. Il était noté anxiété, difficultés relationnelles, troubles du comportement avec hétéroagressivité, et il était noté vécu persécutif. Alors je fais un petit arrêt sur image sur ce terme-là, qu'on retrouve assez souvent chez ces jeunes. Alors, c'est pas un vécu persécutif, c'est qu'ils sont persécutés pour de vrai, parce qu'ils ont tout le profil pour faire du bouc émissaire de cours d'école. S'il n'y a pas une grande vigilance et aussi de l'information apportée à leurs camarades d'école. Donc les parents, enfin la question s'était posée d'une précocité, donc il avait fait un bilan en 2010 en fait auprès d'une unité, d'un centre ressources pour les enfants à haut potentiel. Il avait été conclu qu'il n'avait pas de haut potentiel, qu'il avait un niveau supérieur sans haut potentiel, parce que les éléments étaient hétérogènes. Je vous parlais tout à l'heure, le profil, c'est comme ça. C'est comme ça chez ceux qui ont une intelligence normale, ceux qui ont une déficience et aussi ceux qui ont un très bon niveau intellectuel. Il y a des domaines qui marchent très très bien et on retrouve en règle générale une hétérogénéité entre les différents domaines. Et puis voilà, tout ça continuait. Et puis finalement, il a été hospitalisé en 2011 en hospitalisation temps plein pendant quelques semaines en raison d'idéation suicidaire très inquiétante. Il faisait beaucoup de dessins où il se représentait pendu, il en parlait beaucoup, enfin bon voilà. Et puis toujours des angoisses, et puis là aussi on parlait de sentiments de persécution. Donc cette hospitalisation a été bénéfique et a surtout permis que le médecin qui travaillait dans cette unité connaissait le syndrome d'Asperger, avait ça en tête et il y a pensé, il l'a orienté vers l'espace autisme. Donc
Voilà, l'ensemble du bilan, là aussi, en faveur d'un TED. C'était pas un diagnostic très compliqué à faire, et à l'ADI, où on reprend le développement des premières années, on s'apercevait que le tableau était complet quand il avait 4 ans. Donc, Kevin est un garçon de 10 ans, pour lequel on a fait le bilan quand il avait 10 ans. Et c'est un enfant, les premières inquiétudes sur son développement, elles se sont posées à l'entrée à l'école maternelle, parce qu'il était dans le retrait. En tout cas, quand il a été scolarisé, il a commencé à être... il a tout de suite été isolé par rapport aux autres, avec des particularités, avec certaines stéréotypies, des déplacements stéréotypés surtout. Et donc, les parents en moyenne section ont consulté le CMP près de chez eux. Il a été mis en place une rééducation qui a été poursuivie pendant 18 mois. En reparlant avec la personne qui a fait cette rééducation, elle se souvenait bien qu'il avait un langage très particulier, très formel, des thématiques un peu étonnantes, une présentation étonnante. Enfin voilà, le tableau clinique, là aussi, on se dit il était quand même assez présent. Mais en fait, le diagnostic qui avait été noté avait simplement été trouble mixte des apprentissages, parce qu'il avait des difficultés beaucoup en motricité fine, en coordination motrice. Donc de ce fait-là, la graphomotricité n'avançait pas. Il a bénéficié d'un maintien en grande section avec une orientation en CLIS, avec un passage 1 an en CP en attendant une place en CLIS. Et en CLIS, il s'est révélé un élève assez modèle. C'est un garçon charmant qui n'a jamais eu de trouble du comportement. Et donc, du coup, les soins ont été arrêtés par l'équipe d'intervention qui a dit aux parents qu'il n'y avait pas besoin de continuer, tout allait bien, il était en CLIS. Et là, en CLIS, c'est l'enseignant qui, au bout d'un moment, s'est quand même posé beaucoup de questions sur la pertinence de la présence de cet enfant dans sa classe, qui du coup en a parlé aux parents, leur a conseillé de faire quelque chose. Alors les parents ont été voir sur ces conseils-là une psychologue libérale, qui a effectivement fait un bilan psychométrique qui montrait qu'il était tout à fait intelligent, avec un profil hétérogène, etc. Et qui en plus connaissait aussi les tableaux de syndrome d'Asperger, donc a repéré les signes et l'a adressé vers l'espace autisme, où le diagnostic ne posait vraiment pas de problème. Sauf que ce garçon avait 10 ans, il était dans l'année de ses 11 ans, et qu'il avait comme cursus scolaire 2 grandes sections, un CP, 3 ans de CLIS. L'école s'en était très bien occupée, avait fait avait essayé de le faire, voyant qu'il avait des potentialités, avait essayé de... En tout cas, on a mis en branle l'éducation nationale, etc., pour rattraper le coup, parce qu'il n'était pas question ça n'aurait eu aucun sens que ce garçon parte en Ulysse collège. SECPA, n'en parlons pas, c'est pas du tout adapté pour ces profils-là qui sont mis à mal. Donc il fallait pouvoir le mettre à niveau rapidement pour qu'il puisse rentrer en collège ordinaire avec déjà plusieurs années de retard. Et pour l'histoire, au passage, pour l'histoire de la graphomotricité, donc ces enfants ont très très souvent donc, des troubles de la coordination motrice, donc des difficultés d'acquisition de l'écriture. Et ça ne doit en aucun cas retarder leur cursus scolaire. Et l'idée de maintien en grande section dans ces cas-là est une idée qui n'est pas adéquate. En plus, il faut avoir en tête, très souvent, on dit, en écriture, la graphomotricité, ça n'avance pas beaucoup, il a encore beaucoup à apprendre, il n'est pas très mûr, donc le maintien va lui faire du bien. Pour ces enfants-là, non. Pour d'autres, oui. Pour ces enfants-là, non. La grande section est une année difficile parce que c'est une année qui repose beaucoup sur les consignes implicites, sur de l'auto-organisation. On ne fait pas les mêmes choses tous les jours. Et souvent, tout le monde est très très inquiet du CP, puis on est très surpris parce que le cadre CP leur convient mieux. En général, on fait calcul, lecture, écriture à suivre, et tous les jours, il y a des choses qui reviennent. Et ça leur convient bien. Donc voilà. Donc ces histoires cliniques, elles sont marquées chez les parents par une alternance de phases d'inquiétude profonde,
de démarche et de moments où il se rassure, parce qu'une fois que l'enfant est dans un... C'est des enfants, voilà, je vous parlais que ça ondulait un petit peu la situation clinique, c'est-à-dire que souvent, une fois bien installés dans l'école élémentaire, les choses peuvent paraître aller assez bien. Et puis, voilà, on part au collège, où là, tout d'un coup, ça va à toute vitesse sur le plan social, et si on n'a pas anticipé, tout peut aller très très mal. Donc ce sont souvent des parents qui ont vécu comme ça des périodes où ça semblait aller mieux, ils se disaient, ouf, ça y est, là, il est bien parti, et puis boum, tout d'un coup, ça n'allait plus. Voilà. Chez les personnes elles-mêmes, tous ces jeunes, ils ont une perception douloureuse de leurs différences. À l'ADI, donc, on s'aperçoit que dans la petite enfance, le tableau était assez complet pour qu'un diagnostic de TED ait pu être posé à ce moment-là, qui aurait évité cette évolution un petit peu chaotique. Et ce sont des personnes avec lesquelles, vous verrez, la dose, il y a plusieurs modules, et avec eux, on utilise le module 3, qui est le module pour les personnes à langage fluide, où il y a beaucoup de conversations, justement, sur les relations sociales. Et ils évoquent tous des difficultés de relation avec les pairs, de l'isolement, le fait d'être malmené, harcelé, maltraité. Alors, quand est-ce qu'il faut penser au TED ? Eh bien, dans beaucoup de situations, dans les situations où il y a des diagnostics de troubles neurodéveloppementaux qui ont déjà été posés, mais où il y a des éléments atypiques, ou bien les choses n'évoluent pas comme elles le devraient avec ce qui a été mis en place, certaines situations de troubles des apprentissages, certaines situations de précocité, devant des tableaux de troubles traînants, résistants, récidivants, et au moment, s'il y a une décompensation psychiatrique de ces troubles-là, oui, il faut avoir ça en tête. Alors la conduite à tenir, la première des choses, c'est de bien connaître donc, ce tableau clinique, et donc d'y penser. Et quand on se pose la question, il faut être particulièrement rigoureux pour évaluer la communication et l'adaptation sociale de ces personnes, rechercher la répétitivité, les centres d'intérêt envahissants, actuels ou ayant existé au cours du développement. Parfois, à l'adolescence, c'est moins présent, mais si ça a été très présent dans l'enfance, ça a une valeur diagnostique. Et donc, revoir très précisément l'histoire développementale de la personne. Alors pourquoi faut y penser ? Parce que le diagnostic aide à comprendre les particularités du sujet. Il donne accès à des interventions, des aménagements, des compensations adaptées. Il donne un sens à un parcours antérieur, parfois long, souvent chaotique et douloureux. Il donne un sens pour les proches, il donne un sens à la personne elle-même, parce que cette personne-là, on va lui annoncer son diagnostic. Il aide aussi à sortir de l'isolement pour la personne et pour les proches. Et puis, il va améliorer sa qualité de vie et celle de ses proches. Donc, les chemins vers le diagnostic, les débuts de la scolarisation, les difficultés d'adaptation fréquemment notées avec les deux versants, l'apparente indifférence aux autres, le retrait, l'isolement, ou la recherche de contact sur un mode inadapté, comme on en a parlé déjà, avec un enfant qui est alors perçu comme agressif. Les problèmes de pragmatique du langage, ils entraînent souvent une mauvaise compréhension des consignes et une absence de réalisation des tâches. Et alors l'enfant peut être décrit comme rebelle, ou pas intéressé, ou pas scolaire, un profil pas scolaire, ou pas prêt, enfin voilà. Ça tranche parfois avec des réalisations de très bon niveau dans d'autres domaines, mais donc il faut avoir en tête que c'est déjà l'enfant, quand une consigne est donnée à un groupe, peut-être que lui, il ne réalise pas que c'est donné à lui aussi, par exemple. Ça, c'est les difficultés de pragmatique, les difficultés pour comprendre ce qui est implicite. Quand la maîtresse dit le groupe bleu, allez vous mettre à l'atelier dessin, encore faut-il savoir qu'on est un membre du groupe bleu, donc qu'on s'adresse à vous. Et puis ensuite, alors, il y a plein d'autres questions qui peuvent se poser. Alors l'atelier dessin, il y a 5 chaises autour d'une table. Où dois-je m'asseoir ? Donc vous voyez, ça c'est de la communication implicite que la plupart des enfants en grande section gèrent parfaitement. L'enfant avec un TED, il va peut-être être perdu déjà à ces deux niveaux-là. Et comme ce sont souvent des gens qui ont peur de mal faire, il ne va rien faire. Et on va dire il n'est pas prêt. Ça peut être les difficultés motrices, et l'enfant peut être décrit à ce moment-là comme immature. Donc voilà, le trouble, il peut prendre de multiples visages.
Il est particulièrement marqué, toujours ce souvenir, avec les enfants du même âge, parce qu'eux n'ont pas la maturité pour leur permettre d'adapter leur propre communication. C'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes de communication, ils vont mieux communiquer les enfants avec les adultes, parce que l'adulte, il va s'adapter, ou avec les plus grands, ou ensuite avec les plus petits aussi. Bon, les particularités d'apprentissage, voilà, on en a déjà parlé. C'est assez fréquemment qu'il y a eu préalablement un diagnostic de trouble d'apprentissage posé et qu'en fait, il y a ce trouble d'apprentissage, mais avec aussi un trouble de type TED. Donc il faut aussi le repérer parce que du coup, ça complète les interventions. Dans ces troubles, il y a l'hyperactivité avec les troubles attentionnels. C'est souvent des tableaux qui masquent un petit peu quand il y a un trouble de communication associé. Certaines formes de précocité ou alors la présentation par le retard global dans les apprentissages. Donc les comorbidités psychiatriques, elles sont fréquentes à l'adolescence et à l'âge adulte et elles peuvent occuper le devant du tableau. Beaucoup de troubles anxieux, en sachant qu'ils sont favorisés par le défaut d'aménagement adapté, si le diagnostic n'est pas posé. En particulier les phobies scolaires aussi, qui sont des troubles qui sont beaucoup plus fréquents actuellement chez les grands enfants et adolescents. Dans certains cas, il faut se poser la question d'un TED sous-jacent. Donc voilà, les troubles anxieux de toutes sortes, des troubles dépressifs, avec souvent voilà, une baisse de l'estime de soi, mais c'est vrai que ne sont pas dans de très bonnes situations pour avoir beaucoup confiance en eux. Donc les facteurs souvent retrouvés, c'est la solitude, alors que souvent ils ont envie de relationner, mais ils ne savent pas faire. Le rejet, parfois le harcèlement, et puis la prise de conscience douloureuse de leurs différences. Donc dans toutes ces situations, il faut reprendre l'anamnèse, il faut bien examiner la communication, la compréhension sociale, rechercher la répétitivité, et l'évaluation fonctionnelle complète ces recherches-là, et ça doit permettre de dépister un éventuel TED. Un mot sur l'âge adulte, parce qu'actuellement il y a énormément d'adultes avec un TED sans retard mental non diagnostiqué. Il y a des difficultés parfois pour suivre une formation, trouver et garder un emploi, et puis un petit point sur les changements dans les attentes professionnelles. Ce sont souvent des professionnels très réguliers, très attentifs, très scrupuleux, donc ils peuvent avoir une promotion, et par exemple quelqu'un qui était dans un emploi où il n'y avait pas trop à gérer le facteur humain peut être promu à gérer une équipe. Et ça va exiger des qualités interpersonnelles, des compétences qu'il n'a pas forcément. Et là, on peut assister, justement, en l'absence de diagnostic, donc de compréhension de ce qui se passe, à une très rapide dégradation et à des situations dramatiques. Parfois, le diagnostic, il est évoqué parce que dans la famille, dans la fratrie, il y a un des enfants qui a reçu un diagnostic et du coup, les parents se réinterrogent sur le parcours d'un autre de leurs enfants ou le leur. Il faut bien avoir en tête que le risque de récurrence familiale est plus élevé. Et puis la reconnaissance des symptômes à partir des médias, c'est un cas de figure qui n'est pas rare actuellement, et c'est très légitime, il y a une augmentation tout à fait légitime des demandes, soit parce que la personne se questionne sur elle-même, soit ses proches. Et on va terminer par une brève vidéo avec une interview de Joseph Chovanec qui, je trouve... Joseph Chovanec a toujours aimé le musée du Quai Branly. C'est ici qu'il a souhaité nous rencontrer. À 33 ans, cet homme est autiste. Il a du mal, beaucoup de mal dans ses relations avec les autres, mais c'est aussi un surdoué qui a de très grandes capacités intellectuelles. Je fais des choses qui me sont parfois désagréables pour suivre les préceptes de l'autre. Donc là, vous nous regardez par exemple alors que c'est pas naturel? J'essaye de le faire. Vous nous faites face alors que vous aviez envie de... notamment eu égard à la lumière de la caméra. On dit bonjour d'une certaine façon. Vous voyez, il faut apprendre tout cela lorsqu'on est concerné par l'autisme. Ça ne va pas de soi. Les gens non autistes, ils connaissent ça plus ou moins par cœur. J'ai appris à faire des petits bruits au téléphone. Parce que les gens non autistes, quand ils téléphonent, ils font des petits bruits toutes les quelques secondes. Des ok, ah, d'accord, waouh. Vous voyez, si vous ne le faites pas, l'autre personne s'impatientera.
Avec ma montre, toutes les 5-10 secondes, je dois faire oui. Des années durant, la scolarité de Joseph Chovanec a été chaotique. Enfant, il a souvent manqué les cours. Personne à l'époque ne sait qu'il est autiste. À quel âge vous avez commencé à parler, vous, Joseph? Oh, très tard. Vous savez, je savais lire et écrire avant de savoir parler. C'est le cas de nombreux enfants autistes. À la maison, mes parents ont encore, par exemple, des petits textes que j'avais écrits quand j'avais 2 ans, 3 ans, par exemple. Mais pour la parole, il a fallu attendre 6 ans à peu près. Et encore, à l'âge de 6 ans, quand j'essayais de parler, ce n'était pas compréhensible pour les autres. Avec les camarades de classe, alors ça se passait comment? Il n'y avait pas de camarades de classe. Il n'y avait que des petits monstres qui me tabassaient, quoi. S'ils ne faisaient que se moquer, c'était bien. Mais généralement, j'étais tabassé, quoi, quasiment à toutes les récréations. Comme d'autres enfants autistes. Vous savez, quand j'étais au primaire, par exemple, personne ne voulait être assis à côté de moi. Par contre, au lycée, notamment avant les contrôles de maths, beaucoup voulaient être assis à côté de moi, quoi, vous voyez. Donc, les choses changent. Joseph Chovanec connaît des difficultés avec les autres, mais il a eu son bac scientifique avec mention très bien. Il est docteur en philosophie et parle une dizaine de langues. Vous avez eu le bac avec mention? Très bien. Vous parlez combien de langues aujourd'hui, Joseph? Je pense que ça n'a pas d'intérêt de faire de déballage, mais je suis passionné par l'apprentissage des langues. J'en apprends certaines, j'en oublie d'autres, hélas. Alors, mon petit coup de cœur depuis quelques années, c'est pour le persan. Vous développez d'excellentes capacités dans certains domaines. Et dans la pratique quotidienne, c'est parfois un peu plus compliqué? Vous savez, je ne sais pas comment le dire, mais je ne sais pas, par exemple, faire un nœud de cravate. Je ne sais pas conduire une voiture. J'habite chez mes parents. Vous voulez voir mes lacets? J'ai pas eu le temps de les faire, donc j'ai mis mes lacets directement dans la chaussure. Voilà. Donc, Par contre, si vous avez besoin d'un guide touristique en Iran, je me porte volontaire. Notre société est un peu hypocrite en ce sens qu'elle juge les gens sur des petits détails. Et c'est là où les gens autistes ne sont pas très bons selon les standards sociaux. Mais que valent ces standards sociaux? La grande joie, le grand plaisir quand on est concerné par un handicap, c'est de faire mentir les pronostics. Il y a quelques années, cet entretien dans ce musée n'aurait pas été possible. Trop de personnes, trop de lumière, trop de bruit. Désormais, Joseph enchaîne les voyages. Dans ces pays du bout du monde, il découvre le plaisir d'être enfin lui-même.